Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je m'appelle Selim Niederhofer, je suis copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer notre discussion avec Gauthier Eloco. Bonjour Gauthier. Salut Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors, Gauthier, c'est un grand curieux qui adore que les personnes et les idées se mettent en mouvement. Innovation, pédagogie, entrepreneuriat, design ou créativité, il croise au maximum ses sujets de prédilection pour proposer de nouvelles approches ou façons de faire et kiffer votre travail aussi, parce que ce serait dommage de ne pas vous faire plaisir. Il est quasiment indépendant depuis la sortie des études et il est aujourd'hui facilitateur au sein du collectif Co-Design It. Son métier au quotidien consiste à organiser des ateliers de travail en présentiel ou en ligne pour résoudre des problèmes en équipe. Alors, pour simplifier, il se définit comme un geek de la résolution de problèmes ou un tueur de réunions improductives. Gauthier, c'est aussi un ami que j'ai croisé par pur hasard un jour, comme ça, devant le Guggenheim à New York, que je croise dans le métro à Paris, que je croise dans des rues complètement improbables. Et là, si aujourd'hui on discute ensemble, c'est parce qu'il vient de publier un super livre qui s'appelle Encore un putain de bouquin sur la créativité. Alors, ce qui m'a intéressé, outre la très belle couverture que je vais vous montrer, la couverture, yo, superbe couverture. J'avais envie de vous en parler parce que ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre. Arrêtez de vouloir toujours plus d'idées, faites vivre les vôtres. Le livre, il est dispo aux éditions Duno. Je vous mettrai le lien sous l'interview dans la description et à la fin de l'interview. Et vous trouverez un passage qui va particulièrement vous intéresser si vous voulez écrire encore mieux pour vos clients. Gauthier nous parlera du modèle 3U. Gauthier, on commence directement par le pourquoi. Yes, Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Gauthier, je te tutoie, j'arrive pas à te vous voyez, ça fait trop longtemps qu'on se connaît. ça va bien le faire, merci. Le pourquoi de ce livre, comment te dire, moi, j'avais un vrai souhait, quelque chose au niveau des tripes qui était de venir vulgariser une notion autour de la créativité. Et lorsque tu vas dans les librairies, les rayons développement personnel autour de la créativité, tu as les 110 techniques pour avoir plus d'idées, etc. et autres. Moi, ça me mettait pas mal en colère parce que j'avais une vision de la créativité qui était beaucoup plus concrète. Dans mon métier, on va dire que je fais du brainstorming, mais c'est pas le post-it qui est intéressant, c'est la façon dont tu vas pouvoir l'utiliser et faire quelque chose après. Donc, la continuité du mouvement. Donc, il y a un énorme fantasme autour de la créativité comme étant la faculté à proposer tout le temps du nouveau en permanence, aller chercher du nouveau. Et là, moi, c'était plutôt dire, non, non, mais en fait, vous êtes créatif dans votre quotidien. Ce qui est hyper important, c'est d'en prendre conscience, de comprendre les petites mécaniques qui existent derrière et pouvoir, du coup, proposer, jouer avec les idées, les manipuler, les mettre en forme aussi plus rapidement. Et c'est ça, pour moi, qui était hyper important. Au-delà des livres autour des techniques de créativité, moi, j'ai pour adage de dire que la recette ne fait pas le plat. Donc, c'est pas en mettant un mode opératoire que les gens vont se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien tout le temps, quoi. Que ce soit pro ou perso, hein, finalement. D'accord, oui, c'est vrai ça d'ailleurs, qu'on peut l'utiliser. Il y a des petits passages à la fin quand tu dis pour qui tu l'as écrit, pour le jeune, pour l'adolescent, pour les parents, pour les profs, pour les professionnels. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez, je ne vais pas dire ésotérique, mais on a du mal à le matérialiser. On a du mal à visualiser les idées. Tu vois, qu'est-ce que c'est une idée? Comment tu définirais ça? Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Bonne question. Une idée, c'est une matière première intangible, donc on pourrait imaginer qu'elle flotte en fait, mais en fait tu joues avec. Et une idée, elle peut prendre la forme d'une intention, d'un objectif, ou même d'une solution, même d'une question. C'est autant notre vocabulaire dans notre façon d'avancer au quotidien que finalement bah, ce que l'on va manipuler et transformer. Dans le livre, je prends l'analogie avec le boulanger en disant qu'il y a le boulanger, il va avoir de la farine, de l'eau, quelques ingrédients pour pouvoir faire du pain. En fait, chaque personne, lorsqu'elle a envie, ne serait-ce que d'organiser un dîner avec des amis, elle a une idée, elle a une intention. Et il y a plusieurs petits ingrédients qui viennent se greffer pour que ça puisse se réaliser et que ça puisse se produire. C'est l'intention, c'est l'objectif, c'est l'analyse de la contrainte. Et en fait, c'est une mécanique qui est surtout intellectuelle qui se passe. Donc, c'est totalement intangible. Mais plus tu prends conscience des différents éléments, plus c'est facile de jouer avec. Et bah, aujourd'hui, on sait analyser des choses qui sont très intangibles comme les mathématiques, mais on ne va pas le faire avec des idées, en fait. Moi, mon vrai gros combat à terme, c'est vraiment que les logiques de résolution de problèmes, ça puisse arriver dans les écoles, parce qu'il y a des mécaniques qui existent, qui se répètent.
qui sont assez simples et donc aussi des trucs et astuces très opérationnels et concrets que tu peux amener dans ton quotidien. D'accord. Quand tu dis les écoles, tu vises déjà maternelle, primaire ou tu parles plutôt école, formation professionnelle, école Je pense que secondaire? plus tôt on démarrera, plus ça sera intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, et puis ça servira, une fois que tu viens t'attaquer à la résolution de problèmes, tu viens aider les gamins sur leurs problématiques en bio, en physique, etc. quoi. Pour- Donc sur toutes les matières. Vu que c'est très transverse, plus on l'amènera tôt, plus ce sera intéressant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'on découvre toujours ça trop tard. C'est pas enseigné. Enfin, clairement, moi, j'ai jamais entendu parler d'idées avant, avant quoi? Ouais, avant l'école et encore même à l'école, que dalle, quoi. C'est après, c'est quand tu mets vraiment les mains dans le cambouis et quand tu deviens entrepreneur, quand tu deviens indépendant, tout à coup, il faut trouver des idées. Alors, pourquoi c'est important d'être créatif? Là, j'emploie le mot d'être créatif. Ouais, ouais. Pourquoi c'est important d'avoir des idées? C'est important d'avoir des idées, d'être créatif. Alors peut-être reprendre une définition de la créativité. Si vous allez sur Wikipédia, on va vous dire c'est la faculté à proposer quelque chose de nouveau. Moi, ça, je le tue, ce truc-là, quand on se met d'accord. La Pour moi, c'est définition Gauthier et locaux. Vas-y, à voilà, toi. c'est la faculté à venir proposer des solutions à des situations qui viennent se présenter. C'est la faculté à proposer des idées qui vont avoir une utilité dans un contexte donné. D'accord. Et ça, c'est très pragmatique et c'est l'étape numéro 1. Si on avait dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose de nouveau, en fait, on se met une contrainte. Ça, je le développe pas foncièrement là maintenant. Pour bien rester sur ta question, c'est important d'être créatif dans ce sens que c'est important d'être en capacité de proposer des solutions à des situations qui se présentent dans le quotidien. Ok. Et c'est une gymnastique qui est positive, qui est dynamique. Et entre guillemets, si tu viens après taper sur de la psychologie, c'est plus intéressant et plus sympa pour les individus comme pour les groupes de faire partie de la solution que de faire partie du problème. Bien sûr. Et donc, plus on est en capacité à venir proposer et à manipuler et à mettre en forme des solutions, en fait, plus tu vas entraîner quelque chose de positif et de proactif. C'est comme ça qu'à la fin, tu auras peut-être un résultat dont tu seras content, dont tu seras heureux. Moi, j'ai une Tout à fait. question directement Vas-y. à toi, l'expert. Ouais. Je côtoie pas mal d'entrepreneurs qui ont le même souci que moi. Ça, c'est vraiment une question très personnelle. J'ai Mhm. trop d'idées. J'ai Mhm. trop d'idées. Mon travail, tu sais, c'est écrire. Et donc, les idées, elles arrivent, elles sont trop nombreuses. Il y a des idées pour le copywriting, des idées pour mes clients, des idées pour un nouveau livre, des idées pour un roman, des idées pour ci et pour ça. Comment je fais pour faire le tri? Comment je fais pour les prioriser? Alors, ça, tu as deux malheurs très forts qui existent par rapport aux idées. Tu as le premier, tu as plein de gens qui vont dire non, des idées, j'en ai jamais, et qui en sont extrêmement malheureux. Et après, tu as l'autre extrême, des gens qui vont dire j'ai trop d'idées, qu'est-ce que je fais? J'en suis un petit peu malheureux. Ouais, T'as forcément, pour revenir sur ce deuxième cas dont tu parles, t'as la problématique qui est de dire, tes journées durent 24 heures, et sur ces 24 heures-là, c'est intéressant d'en dormir quelques-unes et d'avoir une vie sociale. Donc, de toute manière, tu pourras pas tout développer. Donc, il y a une logique rationnelle. Et tout ne peut pas être traité en même temps. Je te fais un petit parallèle tout con avec de la nourriture. Si je vais sur le marché et que je t'achète une centaine d'abricots et qu'on n'est que deux à manger, tu vas me dire en fait que c'est des biais. c'est pas optimal comme situation. C'est pas optimal comme situation, mais en fait, c'est plus simple. Si vous avez trop d'idées, faites le parallèle avec de la bouffe. C'est de se dire, tiens, ben, en fait, on va jamais réussir à manger les 100. Et en fait, c'est rationnel de le dire. Et donc après, la question, c'est de se dire, ben, ouais, il y en a certains que j'accepte de laisser pourrir. Je vais les perdre. Tu vas avoir ta petite stratégie de dire, eh ben, j'ai certains abricots, je vais pouvoir les manger tout de suite parce qu'ils sont dans un bon contexte, ils sont mûrs. Et donc, je les active. Il y en a d'autres, je sais qu'ils vont arriver plus tard. Et il y en a peut-être d'autres, je me dis, tiens, je vais les transformer pour pas les perdre. Et donc, je vais les mettre dans un frigo, je vais les mettre dans un congélateur. Et après, tu en as même d'autres que tu vas dire, tiens, je vais peut-être les transformer pour pouvoir les garder plus longtemps et je vais en faire de la confiture. Et bien, en fait, quand tu as trop d'idées, c'est un petit peu la même problématique que lorsque tu vas chercher 100 abricots sur le marché pour deux personnes. Tu as celle que tu vas activer au bon moment. Tu as celle que tu dis, tiens, c'est pour plus tard. Tu as celle que tu dis, c'est pour dans bien plus longtemps, je les mets au congélateur. Tu as celle que tu vas dire, en fait, c'est peut-être pas ça que je vais faire. Je vais peut-être les transformer pour pouvoir les conserver plus tard et éventuellement les réouvrir. Ah, c'est dur. J'aime beaucoup
ton image là, hein, parce que là, tu sais, tadadam, je suis sur la page 83 où tu Ouais. donnes ça, le faites un grand rangement, la corbeille d'épices, le réfrigérateur, le congélateur et la cave. Mais c'est dur, c'est C'est hyper tellement dur. dur quand tu es persuadé d'avoir une idée de roman qui est folle, quand tu sais qu'il faut continuer quand même de travailler pour payer le loyer et Et le tout. loyer. C'est très, très dur parce que ouais, moi, j'adorerais me gaver à longueur de journée et c'est ouais, les abricots, allons-y. Mais du coup, tu vois, les voir pourrir tous les autres, ça me rend trop triste. Et ça, c'est une phase d'acceptation. Ouais, Le plus important, c'est de se dire que l'idéation, la première matière, la première forme par laquelle l'idée va, va être palpable, en fait, elle est mentale. ouais, Et donc, en fait, c'est un premier respect de soi-même en termes d'hygiène. Moi, je parle d'hygiène mentale, mais ça bien va sûr. aussi avec la charge mentale que de dire que tu vas faire un rangement. Ça te fait du bien. Deuxièmement, une fois que tu as vu que des abricots pouvaient pourrir, il y a un moment où tu te dis, ben, c'est pas si grave, j'en aurai d'autres. Ou j'aurai la capacité à aller en chercher d'autres. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'accepter en fait que tu aies des idées qui meurent, parce que la phase d'acceptation du deuil, elle aide énormément derrière à avoir de nouvelles idées. Plus tu vas apprendre à tuer des idées par toi-même en rationalisant, plus tu vas accepter de mettre de l'énergie dans certaines. Ouais, bien sûr. Moi, sur les 8 dernières années, j'ai, j'avais écrit sur un carnet, j'ai au moins 3 idées de boîtes où les gens sont devenus multimillionnaires. D'accord. Et je les ai pas lancées. Et, euh, et en fait, bah, je les ai pas faites parce que, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas le bon contexte, peut-être que j'étais pas mûr, moi aussi, pour pouvoir aller le faire. Mais la chose est que les idées, elles se matérialisent. En fait, plus tu vas les tester, plus ça va te faire du bien au niveau de la charge mentale, plus tu vas savoir si c'est fait pour toi ou pas, quoi. Et tu vas plus facilement les tuer. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile ça quand même, hein, d'accepter de tuer des idées, surtout dans la mesure où, tu l'écris bien dans le livre là, on a en face de nous énormément de tueurs d'idées. Est-ce que tu peux nous parler de ces tueurs d'idées? Les tueurs d'idées, il y a des personnes qui ont un talent en fait moi je les appelle les snipers. Il y a des tueurs d'idées, pour dézinguer littéralement les idées des gens en face. Ah bien sûr. Et dans une culture franco-française qui est très liée sur le débat, l'aspect philosophique, l'analyse, c'est assez facile en fait de venir détruire et de voir ce qui manque, ce qu'on pourrait rajouter, ou d'avoir une projection mentale de ça marchera pas parce que. En fait, ces gens-là, c'est intéressant de les écouter parce que les pistes qu'ils donnent, s'ils sont en capacité de les creuser et de rationaliser le pourquoi ça marcherait pas, en fait, ils vous ont fait votre travail d'analyse de risque. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas payé un consultant. Et il faut prendre conscience, le petit mécanisme interne quand on est entrepreneur par rapport à ça, il faut prendre conscience que les personnes en face partent avec une intention qui est positive, qui est je te dis ce que je pense. Et donc ça s'écoute et ça s'accepte. Et après, il y a le petit truc et astuce qui est de creuser pour que ça puisse être constructif. Alors, si un sniper d'idées vous dit tiens, Gauthier, ton idée elle est pourrie, c'est pas constructif, c'est juste du négatif pur. Par Ouais, je contre, sais pas, des livres sur la créativité, Gauthier, pourquoi t'écris ça? Il y en a déjà 10 sur les rayons. ouais, Pourquoi tu viens encombrer les rayons de la Fnac avec ton bouquin? mais merci Selim pour ta remarque. Qu'est-ce qui explique ton retour? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu te dis qu'un dixième ou un onzième un de plus, ça sera emmerdant et ça servira à rien? Quelle est ta pensée derrière ça? C'est ça. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, c'est dans le mécanisme de dire, ouais, ok, merci. Je prends ton point, je prends ta remarque qui est négative sans fondement. Maintenant, explique-moi, creuse. Et ça, c'est vrai que vous, amis entrepreneurs, demandez-vous toujours, vous avez en face de vous des amis, des collègues, parfois des membres de votre famille, parfois votre compagnon, votre partenaire de vie qui n'y croit pas, qui vous dit ça marchera pas. Et ça, il faut leur demander de creuser pourquoi est-ce qu'ils pensent que ça ne marche pas. Parce que ça, t'en parles aussi. On peut avoir ce feeling, tu vois. Nous, on l'a dans les tripes. On a lancé quelque chose, on écrit un livre, on est un entrepreneur indépendant, donc on y croit vraiment. Les personnes en face, pas toujours. Donc ça, c'est ce que tu recommandes, d'aller creuser le pourquoi non. Ouais, tu creuses le pourquoi non et généralement ça a plus de valeur parfois que le pourquoi oui. Ouais, bien sûr. Et donc en fait c'est hyper intéressant. L'amélioration continue, elle est dans le pourquoi non. Et donc c'est hyper intéressant d'aller creuser ça. Mais
as deux autres choses, en fait, par rapport au tueur d'idées. Le paradoxe, c'est que c'est aussi un talent Bien sûr. chez certaines personnes. Et en fait, par contre, il faut savoir aller les activer au bon moment. Moi, quand j'ai écrit le bouquin, à un moment, je suis allé vers deux personnes. Je savais qu'elles avaient ce talent de dézingueuse d'idées. Ok. Et je leur dis, mais allez-y, lancez tout, dézinguez le truc, bousculez-le. Et en fait, tu reçois du feedback qui a encore plus de valeur. Oui. Et tu as un autre point qui peut être parfois plus bloquant sur une logique entrepreneuriale, qui est de se dire, on est généralement soi-même aussi le premier sniper d'idées, le premier tueur d'idées, parce qu'on n'y croit pas. Et en fait, ça, c'est les projections négatives, mentales que tu peux avoir de ta propre idée. Ah, quelqu'un l'a déjà fait, machin truc. Non, non, non. Et en fait, on se rajoute des critères et des raisons de ne pas faire ou de ne pas essayer surtout. Et donc ça, en fait, il faut les mettre de côté. Tant que l'idée, elle est mentale, et donc il faut la descendre très rapidement, faire un petit test et regarder, récupérer du feedback pour voir ce que ça amène. Ouais, bien Quitte à sûr. ce que ça meure après, mais avec des bonnes raisons. C'est ça. C'est vrai que buter une idée soi-même dès le début parce qu'on manque de confiance en soi, c'est vraiment dommage. Donc, même si ça a déjà existé, on n'invente rien. Surtout, on va dire, nous autres, consultants, coachs, thérapeutes, on ne révolutionne rien. C'est très rare qu'on révolutionne un domaine. Donc, on accepte de faire pareil qu'il y a 100 ans. Typiquement, moi, dans le copywriting, c'est honteux, hein. J'invente rien du tout. On reprend des centaines et des centaines de livres auquel on va ajouter notre expérience, notre patte, notre petite vision. Et les gens, ce qu'ils vont venir trouver chez vous, vos clients, c'est votre patte, c'est votre touche, c'est la relation qu'ils construisent avec vous. Donc, ne tuez pas vos idées vous-même. C'est parce que c'est épuisant. Je sais pas, tu as douté un peu, toi, au moment de l'écriture du livre? Écoute, moi, il y a 2 ans, j'avais une angoisse de faire un post sur LinkedIn. Donc, si ça peut t'aider à répondre. D'accord. Euh, ouais, c'était. Ouais, tu doutes forcément sur une initiative, mais ne pas avoir de doute, c'est même un signal qu'il y a un truc qui cloche. Moi, je dis souvent, C'est que tu es sous généralement, sur coke, les approches généralement. entrepreneuriales, t'es sous substance ou dans un tunnel de bisounours, C'est et il y a un ça. moment où tu vas te confronter au monde réel et dire, ah merde, ça ressemble à ça. C'est un peu agressif. Et donc, non, le doute, il est. Attends, le truc que j'ai vraiment là-dessus, c'est de se dire, quand tu es dans un projet ou une initiative, de toute façon, c'est une continuité de problématiques. Bien sûr. T'en as une, tu la résous, t'en as une deuxième qui arrive derrière, quand t'en as pas 3 ou 4 en parallèle. Et c'est juste normal. Et une entreprise et un entrepreneur qui ne rencontrent pas de problème, et quand on dit problème, c'est pas forcément négatif, hein, c'est de situations à résoudre, Bien si on veut sûr. être sur un langage plus neutre. Eh bien, c'est quelqu'un qui est à l'arrêt, quoi, littéralement. Donc, en fait, plus tu vois les situations que tu as à résoudre, en fait, plus ça veut dire que tu es en vie, indirectement. C'est ça. Plus il y a de soucis à résoudre, plus on a envie. C'est bien dit. Tu parlais d'être à l'arrêt. À l'arrêt, moi, ça me fait penser à être en situation de détente. À quel point c'est important? Tu en parles, la détente. L'importance du repos. Ça, vraiment, c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que je Ouais. connais trop de clients, je connais trop d'entrepreneurs qui sont surmenés, qui n'arrêtent pas de bosser, qui vraiment, je vais pas dire méprisent leur week-end, leur vie sociale, mais il n'y a pas d'équilibre. Alors, moi, je suis pas pour l'équilibre. Je suis pas quelqu'un d'équilibré, hein. J'aime beaucoup travailler. Je passe beaucoup de temps à Mhm. travailler, mais le temps de repos est essentiel et tu en parles pour les idées. Est-ce que tu peux développer un peu ce point-là? Yes, carrément. Tu as un phénomène physique qui parlera à tout le monde, quoique on n'est pas forcément tout le temps en excès de vitesse, qui est de te dire que plus tu vas vite, moins en fait ton œil est en capacité de se concentrer sur la vision latérale. Et donc, si vous roulez, on va rester à 130, histoire de ne pas perdre de points. Tu es sur l'autoroute, tu roules à 130. En fait, ta visibilité latérale, elle est plus faible que si tu roules à 110. Et donc, en fait, la logique de vitesse et d'investissement que tu mets sur un projet, plus tu en mets, plus tu as l'effet tunnel qui peut arriver. Ok, Et donc, c'est important là-dessus donc de ralentir et de se mettre parfois sur l'aire d'autoroute pour dire, tiens, je me prends 2 heures où je m'aère la tête pour repartir de manière un peu plus fraîche. Tu as ce même phénomène physique qui existe aussi sur toute idée, projet ou initiative. Et ça a également été mon cas sur le bouquin, bien qu'en étant en pleine conscience de ce phénomène. À un moment, tu es dedans, tu es dans ton tunnel, tu roules à 130, tu es même en excès, tu es à 150, personne ne va te rattraper.
Et à un moment, tu dis, ah putain, merde, j'ai raté un truc, j'ai pas vu la sortie au bon moment. Bah, c'est exactement ça. Et donc, en fait, ça veut dire, il y a une logique de je ralentis, je laisse des temps d'aération, des temps de pause. Et c'est là où la logique de détente, en fait, elle vient s'inscrire dans tes rituels d'entrepreneur. Si tu veux voir de nouvelles choses émerger, et ça veut dire que tu acceptes aussi parfois de sortir par des petites routes de campagne, voir des trucs dans lesquels tu n'as pas l'habitude d'aller, Bien pour sûr. pouvoir trouver des nouvelles pratiques, lire autre chose que des blogs d'entrepreneurs quand toi-même tu l'es, aller t'aérer la tronche. C'est absolument essentiel et généralement, c'est là où tu vas aussi pouvoir aller chercher un peu d'inspiration. C'est ça. Et arrêter de taper tous les benchmarks du monde. Putain, c'est de la merde. Je suis obligé d'y aller parce que c'est anti-créatif le benchmarking. Si tu regardes ton voisin, tu finis par lui ressembler. C'est un principe de miroir qui est horrible quand tu veux essayer d'aller chercher quelque chose de différent un petit peu, quoi, ou tout du moins de plus pragmatique. C'est quoi, toi, tes lieux de détente, les lieux où tes idées, elles ont émergé, où ta créativité, elle fait des bonds? Moi, tu vois, par exemple, c'est la douche. Ouais, ouais. Mais toujours, moi, ça a été la douche. J'ai des potes créa vraiment qui me disaient, c'est ce que tu écris dans le livre, hein, les toilettes aussi, ça peut arriver. Hein, moi, c'est vraiment la douche parce que tu es là, tu penses à rien, c'est génial. J'ai eu des idées de livres. J'ai eu une émission de télé, tu sais que j'étais allé pitcher l'an dernier et tout ça, en fait, c'est toujours sous la douche. Comment ça se passe? C'est vraiment le repos, quoi. C'est le repos, la détente, c'est le fait de plus être le nez dans le guidon. Ouais, t'as repos, détente. En fait, t'as beaucoup de. Le gros point commun que tu as par rapport à ces zones où les idées émergent, c'est du relâchement physique. Ouais. Donc ouais, tu l'as aux toilettes, tu l'as sur des choses qui sont, tu l'as en courant très vite. Je parle pas du mini-footing, hein, tu l'as en Mhm. courant où tu te fatigues. Tu l'as sur des marches longues, et donc où tu n'écoutes rien, quoi. Tu laisses le truc passer et en fait, ça amène de la clarté. Ça va être au réveil plus facilement le matin qu'en fin de journée. Bien sûr. Parce que tu as un relâchement physique et puis tu as un mélange d'endorphines qui arrive lorsque tu as des sensations agréables. Ouais. Et donc, endorphine plus détente égale une plus grande faculté à ce que les idées apparaissent. Et là-dessus, en fait, tu as des phénomènes un petit peu de pop-up. C'est-à-dire que ton cerveau, en permanence, il tourne sur des questions sans que tu t'en rendes compte. Si je te dis le matin, OK, Célim, comment on pourrait révolutionner le copywriting, je t'envoie ça le matin parce que c'est une question qui est énorme. Je te demande pas qu'est-ce que tu prends au petit-déj, quoi. Je te envoie la question le matin, les idées elles peuvent arriver à plusieurs moments dans la journée. Bien Tu vas sûr. pas forcément me répondre tout de suite. Et donc, quand on a une problématique ou une situation qui est complexe, le cerveau n'est pas en capacité de répondre tout de suite. Et donc, tu as besoin de temps. Et après, ce qui est intéressant, c'est lorsque tu vas mettre plusieurs personnes dans la salle. Et ça revient plus à mon métier opérationnel de tous les jours, où là, la gestion de la complexité, tu t'appuies sur les autres pour gagner en temps. Mais à l'échelle individuelle, lorsque tu es un dep, il faut se foutre des bons moments de coupure pour que ça émerge. C'est C'est dur, hein, essentiel. c'est dur, mais il faut le respecter, ça. Il faut vraiment, vraiment le respecter. Et un autre point que je voulais voir avec toi, Ouais. c'était au sujet de, c'était quoi? C'était, oui, alors on parlait de ne pas perdre. Donc, on a commencé sur ne pas tuer. Moi, j'ai du mal à tuer des idées, beaucoup de mal à dire non. Tu vois, Steve Jobs, il disait le plus important, c'est dire non. Il y a beaucoup de grands acteurs comme ça qui te disent, il faut savoir dire non aux tout petits rôles et ils te le disent tous qui sont passés à côté de rôles énormes dans leur vie. Ça arrive. Nous, autre problématique, comment on fait pour ne pas perdre les idées et les enrichir? La question de les Yes. enrichir. Comment on peut avoir une petite idée, mais comment est-ce qu'on peut faire pour l'enrichir et la rendre encore peut-être plus intéressante? Yes, merci pour ta question. Alors, tu as un Ouais, truc qui est tout con, qui est dans le ne pas perdre, c'est il faut laisser l'ego de côté dans cette idée elle est bonne, je réussirai à m'en souvenir. ouais, non. Hein, la Ça, mémoire, faut pas non. compter dessus. Hein. La mémoire, faut jamais compter dessus lorsque vous avez un truc qui arrive en pop-up. Vous avez une espèce de mémoire flash et ça se vide ultra régulièrement et on s'en souvient pas. Donc, ça se note, ça se capture une idée, si on veut pas Ok. la perdre. Toi, tu préconises quoi? Tu notes où? Moi, généralement, c'est Evernote. Tu vois, j'utilise Evernote depuis des années. Mon petit Hmm. carnet, mon stylo, mais vraiment Evernote un max. Bah, moi, j'ai ça. Et après, du coup, si c'est synchronisé avec ton ordi, etc., peu importe, que ce soit le Note d'Apple,
Google a aussi son propre système, Bien ou sûr. Evernote, ça fonctionne très très bien. Mais le plus important après, c'est dans l'enrichissement, c'est un, t'as capturé, deux, comment est-ce que tu vas enrichir? Il faut avoir un rituel de relecture de ces idées. Ouais. T'as plein de gens qui vont dire, ah, je suis hyper créatif, j'ai plein de carnets à la maison. Moi, ces gens-là me font pas mal marrer. Écoute, alors j'en ai eu beaucoup des carnets, il faut les Ok, relire, en fait, c'est ça. il faut les relire. Et voilà. Parce qu'en fait, sinon le truc de toute manière est oublié. C'est-à-dire que le fait que tu es marqué sur un carnet ne donne pas de la valeur, ça veut juste dire que tu as capturé et tu as eu une première formulation. Bien sûr. Et donc après, il faut relire pour démarrer à enrichir. Et après, progressivement, il faut se poser la question de à quoi ça ressemble dans la vie réelle sur une version bêta, sur une V1 qui est totalement basique. Ouais. Et pour un livre, ça ressemble à un plan, par exemple. Et Ouais, bien après, sûr. ou alors un recueil de qu'est-ce que je sais sur ce sujet-là et qu'est-ce que j'ai traité depuis 5 ans dessus. Faire un petit peu récupérer tes ingrédients avant de cuisiner, quoi. Ouais. Et l'enrichissement, c'est du test, de l'apprentissage permanent par la suite. Et l'idée, c'est de se dire, comment je peux rapidement mettre en forme un truc simple. Il faut se libérer de la projection de la solution idéale et finale qu'on peut tous avoir en tête. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pensé à mon livre, j'ai déjà vu la forme, le titre, etc. Mais c'est juste une projection, ça veut rien dire. Donc en fait, il faut juste déjà se dire, OK, demain, si je dois le faire, c'est quoi sa version simple? Ouais. Un titre, un sous-titre, un plan, et tu pousses le truc. Et tu récupères du feedback et tu reconnais. Après, tu recommences. Principe d'itération. C'est ça, principe d'itération. Donc on réussit jamais rien du premier coup. C'est une boucle, boucle, boucle en permanence. Ça, si tu peux C'est rassurer passionnant. les entrepreneurs qui se plantent une première fois. Ouais. Moi, j'ai ma phrase clé là-dessus. Hein, c'est plus tu te dis que lorsque tu plantes, tu as planté quelque chose, mieux c'est, quoi. La Ah, c'est phrase, c'est vrai. se planter, c'est planter. Et en fait, plus on est dans une logique d'apprentissage, moins on a peur de l'échec et plus on adore essayer. Et quand je dis c'est essayer des trucs, quoi, c'est avoir une forme de curiosité où tu mets en forme très vite. Bien sûr. Ah, c'est canon. Je pense que c'est très pratique. Tu vois, les petits conseils que tu donnes, c'est inspirant, mais en même temps, c'est pratique. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, tu vois, pour Ouais, revenir vraiment à ce sur le- putain de bouquin sur la créativité, c'est les petits encadrés, c'est tous ces petits exemples que tu donnes. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé. Donc, on est là, on est en page 37. Ça, c'est ouais, la partie mind mapping. C'est un des derniers points que j'aimerais aborder avec toi, histoire de pas ouais. spoiler tout le livre. La partie Je mind t'en prie. mapping, à quel point elle est importante. Moi, ce que j'essaie toujours de faire avec les clients en copywriting, tu vois, c'est quand on travaille sur les bénéfices. À quoi il sert Mhm. ce produit? Tu sais, je l'ai fait bosser. Alors toi, tu as mis Bretagne au milieu du livre, tu vois, tu as mis le petit mot Bretagne et à quoi ça vous Ouais. fait penser? Moi, je travaille avec cheval, avec couteau, avec, tu vois, tous ces concepts-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est important le mind mapping? Ouais, alors le mind mapping dans le livre, là, je le développe sur l'approche de, en fait, une cartographie des heuristiques. Les heuristiques, en fait, c'est les lignes droites que ton cerveau va faire. Un, parce que ton cerveau, c'est un organe bien foutu, mais en fait, il est surtout feignant. Et donc, plus il fait des raccourcis, plus ça lui va. Et donc, tu as certains mots qui vont forcément en amener d'autres. Si vous avez regardé Pyramide, fut un temps, le jeu de télévision, on est typiquement là-dessus. J'appuie sur des heuristiques, en fait, je te donne deux, trois mots pour que tu essayes de trouver celui qui est au milieu. Bien sûr. Et en fait, en créativité, les heuristiques, ça va créer des effets de fixation, c'est-à-dire que ça restreint ta façon de réfléchir. Ça construit un modèle et un périmètre inconscient dans lequel tu es en train de réfléchir. Et par exemple, si tu as le mot Bretagne, va arriver le mot je viens de là, donc j'ai pas de problème à amener, à amener les mots qui viennent spontanément. Tu vas parler de plage, de mer, de fruits de mer, de pluie potentiellement, et tu vas imaginer une marinière, tu vas penser à Nolwenn Leroy et Mano, etc. Et en fait, ça va déjà créer un périmètre de réflexion. Et donc, c'est compliqué d'en sortir, de s'en éloigner, et ça crée des raccourcis dans la façon dont les gens vont lire ta proposition, mais aussi dans la façon dont toi, tu vas pouvoir la faire. Ouais, bien sûr. Et plus tu en prends conscience, plus ça va être aussi facile de s'en extirper. Et donc, la nécessité que tu as sur le mind mapping là-dessus, c'est le faire, le formuler,
pour pouvoir le mettre de côté et s'en détacher si nécessaire, ou appuyer dessus pour que ta solution soit plus efficace. Et je pense que sur le copywriting, s'appuyer sur les heuristiques, c'est un gain de temps monumental. Exactement, ça marche plutôt pas mal. Allez, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à un thérapeute, un coach, quelqu'un qui voudrait écrire un bouquin, quelqu'un qui hésiterait? Qu'est-ce que tu as retenu de toute cette aventure de l'écriture du livre? Ça ressemble à un exercice individuel, mais c'est forcément collectif. C'est-à-dire, il y a vos noms marqués sur la couverture, mais vous avez un paquet de personnes à remercier à la fin. En fait, moi, je me dis qu'un livre sans remerciement, c'est un auteur qui a souffert. C'est ça, il a menti. Ouais, ou il a menti, ou il a mis 15 ans. Si vous avez 80% de la matière première, c'est les 20%, c'est les autres qui vous aident à aller les atteindre. Que ce soit sur vos plans, sur les retours, sur les feedbacks. Je sais pas faire une couverture. Je sais pas faire une mise en page. Donc, en fait, il y a forcément d'autres personnes derrière une initiative là-dessus. En fait, ça peut faire peur au début de se dire, tiens, je me lance, je vais faire un livre. Mais en fait, il y a forcément des gens qui sont là pour vous accompagner. Sinon, le métier d'éditeur, ça n'existerait pas. L'auto-édition, ça existe, mais c'est long et ardu aussi. Et puis, en fait, ça ressemble à une aventure collective dont vous êtes peut-être l'acteur principal, mais il y a un paquet de second rôles ou de personnes ou de figurants qui sont en soutien derrière. Donc, sortez de la projection mentale qui est négative que vous avez là-dessus. Deux, allez-y, vous allez apprendre plein de trucs sur vous parce que quand vous écrivez et que vous n'êtes pas content, vous râlez sur votre propre gueule et donc en fait, vous travaillez votre amélioration continue à titre perso. Et donc ça, moi j'ai appris un paquet de trucs sur ma propre tronche, ça m'a fait vachement de bien. Et donc du coup, ouais, c'est une aventure super enthousiasmante, allez-y, faites-vous plaisir. Et moi j'ai démarré en faisant un blog tout simple, en ayant des articles et une newsletter, quoi. Donc, Tu redonnes l'URL? L'URL où on ouais, peut retrouver ça? là, c'est sur leputindebouquin.com où vous retrouvez les articles. Et si les Superbe. articles vous plaisent, vous pouvez les retrouver. Je mets ça à jour de manière pas assez régulière. Un copywriter me dirait, t'es absolument débile là-dessus, mais j'ai encore à progresser. Le planning de publication, la stratégie de contenu. Il faudra qu'on en Tout à reparle de fait. tout ça. On en Ouais, reparlera bien volontiers, oui. Mais yes, allez-y et faites-vous plaisir et apprenez. canon. Vraiment, merci beaucoup, Gauthier. Où est-ce que nos spectateurs ils peuvent te contacter ou te suivre? C'est quoi ton réseau social préféré si on veut te Vous pouvez me contacter? retrouver sur LinkedIn, vous venez me chercher, vous envoyez un petit message, et volontiers, toujours un peu de temps pour une papote. Et je me rappelais qu'en intro, tu avais parlé du modèle des 3 U, donc Oh, j'ai oh, un oh, petit oh, flash qui bien me vient en joué. tête. Tu sais que Ça j'allais me l'oublier. servira de conclusion là-dessus. Parce que c'est intéressant, je pense, pour le copywriting. Tu vois, j'ai eu un petit flash, un Et pour les petit pop-up. entrepreneurs, en général, que ce soit copywriting, que ce soit les entrepreneurs et que ce soit les écrivains, les 3 U. Exact. Alors, ce fameux modèle des 3 U. Le fameux modèle des 3 U, ça c'est un peu mon cheval de bataille sur mon activité lorsque tu viens produire quelque chose, une solution. Donc ça, c'est valable autant pour un texte que pour un shampoing, une appli, peu importe. Le premier, c'est le fait que valider que ce soit utile, ce que vous faites. Il faut que ça ait une résonance en face. Le deuxième, c'est valider le fait que ce soit utilisable. Sinon, en fait, vous avez gâché de l'énergie. Et ensuite, faites en sorte que ce soit utilisé. Donc, motivez les gens à aller le faire. Et en fait, si tu veux, sur ces 3 niveaux, tu as forcément de la déperdition. Bien sûr. On fait quelque chose d'utile, mais tout n'est pas forcément utilisable. Et donc, l'utilisation, elle est faible et les gens vont pas forcément l'activer. Et donc, tu as plein de gens qui disent, j'ai une idée qui est hyper utile. Je leur dis, oui, mais ça s'arrête pas là. Maintenant, c'est comment tu rends ça utilisable pour que ce soit utilisé. Et ça, c'est ultra central. Mais voilà, quitte à faire des choses utiles, activer les 2 autres U. Bien sûr. Ça, C'est c'est hyper important. un modèle parmi tout ce que vous retrouverez dans ce putain de bouquin sur la créativité. Il est publié donc aux éditions Duno. Merci beaucoup Gauthier d'avoir été notre invité aujourd'hui. On se Plaisir, retrouve Salim. donc sur LinkedIn. Je mets toutes les infos, le livre juste en dessous, ton LinkedIn, je mets tout dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, utilisable et qu'elle sera utilisée
voilà, que ce sera bien pour vous. Vous nous lâchez un petit pouce en l'air, c'est super, ça nous aide à faire connaître Gauthier, son travail et la chaîne Les Mots Magiques partout. Vous nous posez vos questions sous la vidéo et on y répondra. S'il y a des questions pour Gauthier, je lui ferai passer bien évidemment. Et surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Mots Magiques, comme ça vous recevez directement les nouvelles vidéos dès qu'elles sortent du four. On dit sortir du four pour une vidéo, c'est chelou un peu, Ouais. hein, mais on Oh, voit l'idée ça quoi. va. Tu as parlé du pain tout C'est à mieux. l'heure, ça passe quoi. Les Qu'est-ce que petits je vous croissants dis? du dimanche matin, un Ah, truc agréable, quoi. j'aimerais bien. Et écoute, je vais la publier un dimanche matin pour le fun. Avant de se quitter, je vous laisse aussi avec le e-book gratuit Copywriting Cash. Pareil, vous le téléchargez. Il est dans la description sous la vidéo.